Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Mise au point. On va parler d'une forme de pollution qui a un nom un petit peu compliqué, l'eutrophisation. Vous pensez tout savoir de la pollution. Pourtant, ce nom couvre un grand nombre de phénomènes et vous ignorez sûrement certains points. On va commencer par le plus simple, qu'est-ce que la pollution ? La pollution est l'introduction par l'homme ou la présence dans l'environnement d'agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences néfastes sur la santé humaine, les ressources biologiques ou les écosystèmes. Je tiens à souligner que pour parler de pollution, il faut qu'il y ait des effets néfastes. Si on constate juste la présence d'agents chimiques, biologiques ou physiques non voulus, mais sans effet préjudiciable, on parle plutôt de contamination. Dans l'utilisation que l'on a du terme de pollution en France, elle peut aussi avoir une origine naturelle. Par exemple, les éruptions volcaniques rejettent d'importantes quantités de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote et peuvent considérablement affecter les écosystèmes alentours. Cela peut être considéré comme une forme de pollution naturelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pollution ne se limite pas à des substances artificiellement créées par l'homme, comme celles qu'on a vues dans le cas du trou dans la couche d'ozone. La pollution n'est pas qu'une histoire de poison et de molécules dangereuses. Certaines pollutions sont le fait de substances bénéfiques, voire vitales pour l'environnement. Et c'est cool parce que dans cette vidéo, on va justement parler d'un de ces cas où des substances bénéfiques en excès deviennent une pollution. Les plantes ont besoin de plusieurs éléments pour se développer. Elles ont évidemment besoin d'eau, de lumière, de carbone et d'oxygène. L'air leur fournit du carbone sous forme de CO2, de l'oxygène et pour certaines plantes comme les légumineuses, de l'azote sous forme de diazote, un gaz inodore et incolore qui compose 80% de l'air que l'on respire. Mais les plantes ont aussi besoin d'éléments minéraux fournis par le sol. Les éléments les plus importants sont l'azote, le phosphore, le potassium, le magnésium, le calcium et le soufre. Elles ont besoin d'autres éléments en faible quantité, comme les oligoéléments qui sont par exemple le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre, le bore ou encore le molybdène. Si on regarde un écosystème comme une forêt, on se rend compte que les éléments prélevés dans le sol vont y retourner à la mort de la plante, ou avec les excréments ou le corps des animaux qui s'en sont nourris. Ces éléments vont constituer des cycles qui peuvent durer pendant une très longue période. Il n'y a pas besoin d'une intervention extérieure en fertilisant pour que la forêt continue de pousser, parce qu'il n'y a pas ou peu de perte d'éléments nutritifs minéraux. Par contre, si une plante est cultivée à des fins agricoles, elle va être prélevée de l'endroit où elle a été cultivée pour être consommée ailleurs. Il y a donc évidemment une perte d'éléments minéraux qui doit être compensée. C'est pourquoi on utilise des fertilisants, on apporte des éléments nutritifs pour compenser les pertes. De plus, fertiliser les sols permet d'augmenter grandement le rendement par surface. L'amélioration des rendements agricoles a été rendue possible par l'usage massif d'engrais, contenant entre autres de l'azote et du phosphore. Et c'est sur ces deux éléments qu'on va se concentrer maintenant. Le phosphore provient principalement de roches phosphatées qui sont concentrées dans certains pays. Le Maroc possède plus du tiers des ressources mondiales connues et la Chine le quart. Il faut aussi savoir que les ressources connues de phosphore seront épuisées dans le siècle si on continue de les exploiter à ce rythme. Mais je pense parler ailleurs de l'épuisement des ressources. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui arrive au phosphore répandu dans les champs et qui n'est pas absorbé par les plantes. Mais comme il arrive la même chose avec l'azote, penchons-nous aussi sur ce dernier. Seules les légumineuses comme les lentilles, les fèves ou les pois chiches arrivent à absorber l'azote présent dans l'air. On doit donc en ajouter pour les autres plantes sous forme de fertilisants provenant en majeure partie de deux sources. La source principale est l'ajout d'azote minéral, produit par l'industrie chimique à partir de l'azote de l'air et moyennant un apport important d'énergie avec tout ce que ça implique en termes d'impacts environnementaux. La seconde source d'azote, ce sont les engrais organiques, fumier, urine, compost, etc. L'azote participe à plusieurs problèmes environnementaux. Une partie de l'azote, provenant plus particulièrement des effluents d'élevage, se volatilise sous forme d'ammoniac qui participe à l'acidification des terres et des eaux de surface, à ne pas confondre avec l'acidification des océans. Je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. Une autre partie se volatilise sous forme de protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre 298 fois plus puissant que le CO2 si on compare l'impact des deux sur un siècle. Heureusement, nos activités en émettent beaucoup moins que du CO2. Mais on a déjà parlé du changement climatique ailleurs, alors je referme cette parenthèse. L'azote et le phosphore sont des éléments vitaux pour les plantes et la vie en général. On en ajoute pour permettre une croissance rapide des plantes cultivées. Pourtant, si on en parle ici, vous vous doutez qu'ils doivent entraîner une forme de pollution. En fait, la pollution qu'ils provoquent est justement liée à leur qualité de nutriments. L'azote déposé dans les champs est un élément très soluble, peu retenu par le sol. Présent en trop grande quantité, il va être dissous et emporté par l'eau.
cet azote va être perdu pour le champ et va se retrouver dans les nappes phréatiques et les cours d'eau avoisinants. L'azote dissous prend une forme dont vous avez sûrement déjà entendu parler, ce sont les nitrates. Le phosphore est moins soluble et donc moins mobile, mais il va également se faire emporter par les écoulements d'eau sous forme de phosphate. On va donc retrouver une concentration plus forte en azote et phosphore dans les eaux de surface. Pour l'instant, j'ai beaucoup parlé de l'agriculture, mais la cause peut aussi être des rejets industriels ou des eaux usées, notamment si les stations d'épuration sont vétustes ou fonctionnent mal. Si un milieu est enrichi par rapport aux conditions naturelles, on parle de milieu eutrophe. Si cet enrichissement entraîne des dégradations, alors il s'agit d'une forme de pollution parce qu'il y a des effets néfastes. On parle alors de milieu eutrophisé, il subit le phénomène d'eutrophisation. On a donc des eaux trop riches en nutriments. Cet excès de nutriments va provoquer une prolifération rapide et souvent spectaculaire d'algues ou de cyanobactéries, qui va avoir lieu à l'endroit où les nutriments se concentrent. Historiquement, le terme a été inventé avec l'eutrophisation de certains grands lacs dans les années 1970, comme le lac d'Annecy, le lac du Bourget ou le lac Léman. La prolifération d'algues, comme ici dans le lac Valentia au Venezuela, peut être observée depuis l'espace. L'eutrophisation peut aussi être spectaculaire dans le cas des estuaires et des mers. En France, l'exemple typique est celui des algues vertes en Bretagne. Un des exemples qui m'a le plus marqué est la mer Baltique. Celle-ci est relativement fermée et recueille les effluents industriels, agricoles et urbains de plusieurs pays européens, dont l'Allemagne. L'eutrophisation est encore un problème en Europe. J'insiste un petit peu là-dessus, l'eutrophisation est une pollution locale qui dépend du contexte. Le trou dans la couche d'ozone ou le changement climatique sont des problèmes globaux où le lieu d'émission des gaz incriminés n'a pas de conséquences sur les effets. Dans le cas des nutriments azotés et phosphorés, le lieu d'émission est très important parce que l'effet dépend de l'accumulation de ces éléments à un endroit donné. On observe surtout l'eutrophisation dans les régions du monde fortement urbanisées ou dans des zones géographiques où l'élevage est très présent. Il existe aussi une eutrophisation des sols, mais dans cette vidéo, on va exclusivement s'intéresser à l'eutrophisation des milieux aquatiques parce qu'elle est plus visible, plus importante et plus préoccupante. Une augmentation de la température de l'eau facilite la prolifération des algues et un faible débit des cours d'eau également, car les substances sont encore plus concentrées. Bon, on a vu qu'une concentration trop élevée en nitrate et en phosphate engendre une prolifération d'algues ou de cyanobactéries. Et on a vu à peu près où cela arrivait. Mais il nous manque le plus important. En quoi est-ce que c'est grave? Après tout, les algues, c'est naturel. Pourquoi c'est un problème qu'elles se multiplient? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'en réjouir? En fait, les organismes qui prolifèrent le font à une grande vitesse. Ce sont souvent de toutes petites algues en suspension ou des cyanobactéries. Les cyanobactéries sont des bactéries qui aiment bien se multiplier dans les milieux eutrophisés et peuvent prendre différentes couleurs suivant les espèces. Vertes mais aussi bleues ou rouges, ce qui est plutôt cool. Ce qui est moins cool, c'est que les cyanobactéries libèrent des toxines. Certaines de ces toxines sont des neurotoxines qui comptent parmi les poisons les plus puissants et n'ont pas d'antidote connu. Évidemment, la prolifération des algues, des bactéries et les toxines libérées ont un effet direct. Elles posent un problème de qualité de l'eau et de toxicité. La toxine botulique, par exemple, est mortelle pour l'homme au millionième de gramme. Mais ce n'est pas notre seul problème. Le mécanisme ne s'arrête pas là. Ces organismes qui prolifèrent le font le plus souvent en surface et peuvent priver les couches inférieures de lumière, ce qui peut rapidement devenir problématique pour les espèces animales et végétales qui habitent le milieu. De plus, les organismes qui prolifèrent ont une durée de vie courte. Ils prennent de vitesse le reste des organismes présents dans le milieu en consommant l'excès de nitrate et de phosphate. Vu qu'ils ont une courte durée de vie, ils vont ensuite former une importante quantité de matière morte qui va se décomposer dans le milieu aquatique. Cette décomposition va libérer des éléments toxiques et surtout consommer beaucoup d'oxygène. Différents mécanismes, dont la décomposition dont on vient de parler, vont diminuer fortement l'oxygène dissous dans l'eau. Privés de lumière, d'oxygène et en présence de substances nocives, le zooplancton, les poissons, les insectes et les autres formes de vie vont disparaître. Cet effet peut être temporaire et endommager que superficiellement l'écosystème concerné, qui arrive à se remettre au moins partiellement après un certain temps. Dans certains cas, un phénomène périodique se met en place. On observe une efflorescence d'algues à certaines périodes de l'année. Par exemple, en été, parce qu'il fait plus chaud ou parce que la diminution du débit de l'eau entraîne une plus forte concentration des nutriments. Mais il est également possible que les toxines et la faible concentration en oxygène du milieu détruisent toutes les espèces animales et végétales plus complexes et les empêchent de revenir coloniser la zone concernée. Il ne reste alors que les bactéries anaérobies qui peuvent survivre sans oxygène. C'est un cas extrême d'eutrophisation que l'on appelle la dystrophisation.
On observe ce type de phénomène dans les eaux douces, les mares, les lacs ou les cours d'eau. Les bactéries anaérobies, qui sont alors les seules à survivre dans le milieu, vont former une vase noire et putride, particulièrement toxique pour les autres formes de vie, ce qui va entretenir le phénomène et rendre pérenne ce dérèglement violent de l'écosystème. Ce phénomène est aussi observé dans les estuaires, les mers et les océans. De façon générale, on parle de zones mortes. Eh bien, les zones mortes sont des zones mortes. Plus sérieusement, on utilise le terme pour désigner un milieu tellement appauvri en oxygène que les animaux présents meurent par asphyxie. Les seuls organismes capables de survivre dans un tel milieu sont des bactéries très primitives, proches de celles qui existaient déjà il y a des milliards d'années, avant l'apparition de la vie sur les terres émergées. Les zones mortes sont un problème environnemental sérieux et relativement nouveau. En plus, l'observation et le suivi des océans restent une tâche complexe, il y a donc encore des inconnus sur le sujet. Pour que des phénomènes d'eutrophisation apparaissent, il faut à la fois des phosphates et des nitrates en excès dans le milieu. Suivant les situations, un apport excessif en nitrate ou en phosphate est jugé responsable. Par exemple, si une zone est naturellement riche en nitrate et qu'un apport de phosphate déclenche l'eutrophisation, ces phosphates seront jugés responsables. Il est assez dur de faire des généralités. Mais en première approximation, l'eutrophisation des eaux douces est souvent imputée aux phosphates provenant d'usages industriels et domestiques, alors que l'eutrophisation du milieu marin est plus souvent due à l'excès de nitrates. Parmi les sources de nutriments azotés, l'agriculture a une place plus importante que les effluents industriels ou les eaux usées. Au sein de l'agriculture, l'élevage émet directement ou indirectement une partie importante des dits nitrates. Un autre aspect intéressant à souligner, c'est qu'il a toujours existé des zones mortes, même avant l'agriculture intensive. Ces zones mortes étaient le résultat, par exemple, du lessivage d'un sol forestier après un incendie massif ou d'événements climatiques locaux et ont duré plus ou moins longtemps. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les activités humaines aggravent considérablement les phénomènes d'eutrophisation et de dystrophisation. Les zones mortes se multiplient et s'agrandissent. Quand les scientifiques regardent encore plus loin dans le passé, il semble que les grandes extinctions de masse ont coïncidé avec l'existence de zones mortes stables pendant des milliers ou des millions d'années. Et là, je dois encore insister sur un petit point. De nombreuses personnes pensent que la nature a une résilience infinie, que si on disparaissait, la planète redeviendrait luxuriante en quelques années. Eh bien, c'est une mauvaise intuition. On peut considérablement endommager les écosystèmes, on peut faire disparaître les espèces par centaines, et on peut créer des déserts stériles pour des milliers d'années. Parce que c'est exactement cela une zone morte. C'est une zone rendue impropre à presque toutes les formes de vie, où seuls des organismes extrêmement primitifs peuvent survivre. Mais quelle est l'ampleur de ce phénomène ? Bien qu'il soit difficile de suivre et recenser les zones mortes, les rapports existants estiment qu'il y en a déjà plusieurs centaines, certaines atteignant des dizaines de milliers de kilomètres carrés. La superficie totale de ces zones mortes est difficile à estimer, mais elle pourrait atteindre plusieurs millions de kilomètres carrés, plusieurs fois la taille de la France. Et surtout, la situation continue de s'aggraver. On constate une augmentation du nombre et de la taille de ces zones. Les situations les plus préoccupantes se trouvent en mer Baltique, dans le golfe du Mexique ou en mer Jaune pour les mêmes raisons. Ce sont des masses d'eau relativement isolées qui reçoivent d'importantes quantités de nitrates et de phosphates qui peuvent s'y concentrer. On voit également que les zones mortes apparaissent surtout dans les pays développés. Ces zones mortes sont un problème environnemental sérieux, mais la perte d'animaux marins et surtout la capacité d'immenses zones à en produire a également d'importants impacts économiques, en particulier sur le secteur de la pêche. C'est entre autres pour cela que de nombreux pays essayent de lutter contre ce phénomène. Pour y parvenir, il faut diminuer les rejets de nutriments phosphorés et azotés. Les stations d'épuration ont été améliorées au fur et à mesure du temps pour que les eaux rejetées soient de plus en plus pauvres en nitrates et en phosphates, très présents dans nos urines et excréments. Pour l'agriculture, un meilleur suivi de la qualité des sols et des techniques plus poussées de fertilisation permettrait d'employer moins de matière et donc de provoquer moins d'eutrophisation. Des développements sont faits en ce sens, mais il reste encore du chemin à parcourir avant la mise en place d'une agriculture capable de nourrir la planète et durable. De nombreux pays disposent de législation pour encadrer la concentration en phosphate et en nitrate. Dans l'Union européenne, on a une directive nitrate et on a également une directive cadre sur l'eau. Il existe donc de nombreuses lois françaises et européennes pour surveiller la qualité de l'eau et limiter l'utilisation de phosphore et d'azote. La France fait partie des mauvais élèves et elle a été plusieurs fois rappelée à l'ordre par la Commission européenne.
Elle a par exemple été condamnée à 57 millions d'euros d'amende en 2011 pour non-respect de la législation européenne sur les nitrates. L'agriculture reste une cause majeure des phénomènes d'eutrophisation, de dystrophisation et de zones mortes. L'élevage en particulier est responsable d'une grande partie de cet impact. Une étude conduite par 200 experts européens a par exemple montré que 80% de l'azote utilisé en agriculture sert à produire de la nourriture pour l'élevage. Si on est obligé de manger, on a encore le choix de ce que l'on mange. Si la formation de zones mortes est un phénomène qui vous dérange, une bonne façon de lutter contre est de diminuer sa consommation de viande, en particulier de viande bovine. La problématique de l'alimentation et de l'impact qu'elle engendre est complexe et peut vite devenir sujet à polémique. Je sais que je devrais faire une vidéo là-dessus, et je le ferai peut-être un jour. Mais retenez déjà cela, manger de la viande tous les jours n'est pas nécessaire. Ce n'est pas forcément sain, c'est cher et ça a un impact conséquent. Diminuer sa consommation de viande ou remplacer la consommation de viande bovine par du poulet permet de diminuer son empreinte environnementale. L'eutrophisation désigne l'enrichissement d'un milieu aquatique en nutriments, au point de provoquer une prolifération excessive et donc néfaste d'algues et de cyanobactéries. Cette prolifération va entraîner des problèmes de toxicité et de qualité de l'eau, et peut tuer une partie ou la totalité des animaux et végétaux présents dans le milieu. Dans le cas extrême, la dystrophisation, on observe une forte diminution de l'oxygène dissous dans le milieu et on voit des zones mortes se mettre en place. Dans ces zones mortes, seules les bactéries très primitives peuvent survivre. Les zones mortes se multiplient et s'agrandissent, devenant un problème environnemental sérieux. La meilleure façon de lutter contre cette forme de pollution est de limiter les rejets et l'épandage de nutriments phosphorés et azotés, ce qui implique l'optimisation, voire la modification de certaines pratiques agricoles, mais également de possibles changements dans nos habitudes alimentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si vous avez trouvé le propos instructif, n'hésitez pas à la partager, à me liker et à en discuter dans les commentaires. Comme toujours, même si ce n'est pas plaisant, je pense que c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Personnellement, l'apparition de zones mortes me fait le même effet que la disparition des récifs coralliens. Ça me fait mal à mon petit cœur. Et je vous retrouve le plus vite possible avec une vidéo sur la pollution de l'air. Alors à bientôt sur le net.